Camille est une jeune fille de 13 ans, complexée par ce qu'elle considère comme un manque de féminité. Grande et maigre, sans poitrine, le visage un peu épais et grêlé d'acné, la voix rauque, Camille aimerait qu'on l'aide à devenir plus féminine. Sa mère, inquiète notamment de ses demandes répétées de chirurgie esthétique, l'adresse à un pédopsychiatre. Bonjour Camille. Alors, que puis-je faire pour toi? Bon, voilà, c'est difficile pour moi parce que j'ai du mal à m'accepter. Oui? De quel point de vue? Bon, pour me sentir mieux dans ma peau, je voudrais ressembler aux filles de ma classe, comme tout le monde. Ah, d'accord, je vois. Tu as l'impression que ton identité ne correspond pas à ton apparence physique, c'est ça? Ouais, j'en ai marre. Je suis harcelée, tout le monde me prend pour un garçon alors Oui, que... bien sûr, au fond de toi, tu te sens fille. Et ça, peut-être depuis longtemps, n'est-ce pas? Bah oui, évidemment. À quoi aimais-tu jouer, enfant? La poupée, la dinette, me déguiser en princesse, je sais pas. Ta couleur préférée, Camille? Le rose. Voilà, le cas est incontestable. Sache que ce qui compte, c'est ce que tu ressens, toi, Camille. Si tu te sens fille depuis toujours, c'est que tu es une fille. Tu souffres de ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, on peut aider et accompagner les gens comme toi, afin qu'ils se sentent en adéquation avec leur identité profonde. D'ailleurs, Camille, c'est ton nom de naissance ou bien... Ouais, mais ça aussi, je voudrais le changer parce que c'est ambigu. Moi, j'aimerais bien m'appeler Flora. Oui, c'est possible. Encore que pour l'instant, c'est plutôt une chance pour toi d'avoir un prénom mixte. Et est-ce que tu as parlé avec tes parents de ton problème? Ouais, mais pas trop. Je veux pas leur faire de peine et eux, ils me disent qu'ils me trouvent très bien comme je suis. Oui, ils ont sans doute du mal à accepter, c'est normal. Mais ils ne peuvent pas s'opposer à ce que tu deviennes, ce que tu te sens être. Non, mais ils me comprennent, hein. Enfin, surtout ma mère qui me donne des conseils pour être plus féminine. Mais mon père trouve que je suis trop préoccupée par les apparences, trop coquette. Oui, ça c'est classique. Il est sans doute plus imprégné de stéréotypes de genre. Probablement qu'il a subi une éducation genrée et viriliste. Et que pour lui, un garçon ne doit pas se préoccuper de son apparence. Moi, de toute façon, je suis une fille. Oui, bien sûr. Excuse-moi si je t'ai blessé. Bien sûr que tu es une fille. Mais pour ton père, peut-être que tu restes un garçon. On rencontre encore beaucoup ce genre d'attitude, tu sais. Ce qui est vraiment important, c'est que tu ne te laisses pas aliéner par le regard que les autres portent sur toi. Il faut que tu ne t'adresses qu'à des gens qui soient vraiment à ton écoute. Ce n'est pas parce que tu as un corps de garçon que tu n'es pas une fille. Mais pourquoi pleures-tu, Camille? Ouais, parce que jusque-là, personne n'avait été jusqu'à me dire que j'avais un corps de garçon. Vous, au moins, vous êtes francs. Mes parents me disent que je suis jolie comme je suis, mais je sais que c'est pas vrai. Et justement, pour être vraiment reconnue comme une fille, je voudrais avoir plus de poitrine. Ça m'obsède. Et je me demandais si vous pouviez m'aider à... Camille, mais bien sûr, dans un premier temps, il serait bien que, éventuellement, avec l'aide de ta maman, tu apprennes un peu à t'habiller, te maquiller, adopter une gestuelle plus féminine. Puis, il s'agira de prendre un traitement hormonal pour bloquer la puberté. Et enfin, si tu le souhaites, tu pourras ensuite bénéficier d'une intervention chirurgicale. Des implants mammaires? Alors ça c'est plutôt les hormones qui vont se... Mais les bloqueurs de puberté, ça risque pas d'arrêter mes règles? Attends. Tu as tes... Ben oui, je suis réglée depuis 1 an. Mais alors, tu es une fille. Bien sûr, c'est vous-même qui vous disiez que... Ah mais oui, mais là c'est complètement différent. Alors... Mais je comprends pas. Vous disiez que je pouvais avoir une chirurgie pour avoir plus de poitrine. C'est exactement ce que je voudrais, mais mes parents s'y opposent. Tes parents ont tout à fait raison. Il ne faut pas te laisser influencer par les stéréotypes de genre qui font qu'une femme doit nécessairement avoir de la poitrine ou une poitrine volumineuse pour pouvoir se reconnaître comme femme. Ça me fait peine d'entendre ces jeunes filles d'aujourd'hui adhérer encore à ces clichés aliénants et éculés. C'est très important, Camille, de se déprendre de ce que le regard social attend de toi. Tu es jeune, il faut laisser le temps au temps. Et puis tu es très bien comme tu es, ce côté un peu... ça te va très bien. À la rigueur, tu n'aurais pas plutôt envie de devenir un garçon ?
Alors donc, après cette petite parenthèse, cette petite respiration, nous allons laisser la parole à Laurent Bibard pour l'aspect philosophique du thème. Merci Sophie, bonsoir mesdames et messieurs. Laurent Bibard qui est complètement paumé. Je plaisante à peine. Ce matin, Émilie Guibert a dit qu'elle en perdait son latin. Je crois que Florent est revenu avec l'expression un peu équivalente tout à l'heure. Heureusement, j'ai des trucs à quoi me raccrocher. J'en vais revenir à l'omnipotence à laquelle renvoie Aristophane dans son mythe. Merci Florent. Et je suis très impressionné par la gravité avec laquelle Frédéric vient de présenter les vignettes et la problématique. Et par le fait que, je n'ose plus employer les mots tellement je suis incapable et perdu par la surenchère d'un vocabulaire avec lequel je ne suis pas familier du tout, mais en gros, si être transgenre c'est une solution et pas un problème, ben voilà une bonne nouvelle. On a au moins des bonnes nouvelles qui viennent. Alors, je plaisante un peu, mais pas complètement. Alors, je voudrais esquisser une réponse à la question qu'a posée Sophie tout à l'heure, mais qui fait écho à des échanges qu'on avait. Pourquoi maintenant? Il y a une raison très très simple. On pourrait dire de manière générale notre culture, je vais y venir, pour l'instant le mot est très général, mais plus spécifiquement nos sciences et nos technologies. Sans les sciences et les technologies que nous connaissons, dont on peut dire qu'elles progressent, on n'aurait absolument pas ces questions. Et quand il a été dit à un moment que, en fait, la question est vieille comme le monde, qu'il y a des communautés d'hommes qui s'émasculent et autres, on ne peut que acquiescer. Et de ce point de vue-là, je vais être un peu provocateur, et mes excuses si dans la salle, il y a des personnes transgenres qui voudraient voir reconnue leur spécificité, leur singularité, mais je vais m'expliquer. On est tous transgenres. On est tous homosexuels. On est tous hétérosexuels. On est tous binaires et non-binaires. Et QIA+, et ça va à l'infini après le plus, je vais aussi m'en expliquer. Ce que je veux dire, c'est que nous, humains, nous recélons quelque chose qui est infini. Et on n'a pas besoin des sciences et des technologies pour que ça nous soit révélé. La seule chose que font les sciences et les techniques maintenant, c'est qu'elles rendent possible qu'un rêve devienne réalité matérielle. Mais une question qui se pose fondamentale derrière la matérialité de la réalité, c'est son sens. Moi, je me demande toujours, quand on entend dire « je ne me sens pas femme ou homme et ça n'est pas mon corps », c'est qui « je » ? Et où est le « je » ? Et là, je voudrais paraître vieux jeu, mais exprès, dans le sens suivant. La question de savoir où est le jeu, je vais employer un terme d'ailleurs que mon voisin est complice sur ce plan, mais je vais détourner un peu le sens du propos. À employer, c'est l'âme. Et ça, c'est un terme vieux comme la métaphysique. Ça a 2500 ans minimum. Et ce qui est très stupéfiant et intéressant, c'est que dans notre hypermodernité, nous sommes en train de retrouver des questions archaïques de la pensée humaine. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas mon corps » ou « dans mon corps », Frédéric y est revenu tout à l'heure magistralement, c'est parce que ce corps c'est une prison, c'est pas moi. Et la question devient, mais c'est qui moi? La question n'est pas résolue, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont réfléchi à ce que c'est que l'âme qui n'est pas le corps, et n'ayant pas répondu de manière convaincante pour expliquer ce que c'est. Je vous signale une indication pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers d'emblée avec ce genre de réflexion. L'âme, c'est censé être quelque chose qui existe très souvent, mais pas systématiquement, avant la mort, mais qui existe toujours après la mort. En gros, entre les notions d'âme et d'immortalité, il y a une proximité profonde. Et donc, dans un monde hyper moderne, souvent devenu athée, ou en tout cas très très loin de la question des religions, moi je ne parle pas d'un point de vue religieux, que ce soit bien clair pour le coup, hein. Mais en revanche, le vocabulaire qu'on emploie, il renvoie à des questions peut-être éternelles, hein, de notre humanité. Et du coup, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que dans cette hypermodernité avec des sciences et des techniques qui progressent de manière exponentielle, on en vient, consciemment ou pas, à poser des questions éternelles de notre humanité. Ça, c'est une première manière de dire qu'on est tous concernés. Nous avons tous une âme. Dans l'intitulé que j'ai proposé, on peut dire « nous avons tous un corps »,
Et j'ai proposé également dans l'intitulé « Nous sommes tous un corps ». Alors ça, il faut qu'on creuse un petit peu ce que ça implique. Je ne continue que si je suis clair et qu'il n'y a pas une question de clarification nécessaire. Ça va? Alors je continue, sur un point très important. On peut approcher notre humanité pour continuer à répondre à expliquer en quoi nous sommes tous transgenres, en quelque sorte, et binaires, homosexuels, hétérosexuels, etc. On peut le dire de deux façons. Je renvoie d'abord à une tradition qu'on a indirectement évoquée quand Carl Jung a été évoqué, parce que Jung connaissait très bien les pensées asiatiques. En particulier l'une d'elles, qui est le taoïsme. Le taoïsme, c'est une pensée très très complète du monde où nous vivons, qui a 3000 ans à peu près. Et les taoïstes observent quelque chose qu'on peut dire de bon sens, en quelque sorte. On en parlait avec Frédéric d'un autre point de vue tout à l'heure, mais jusqu'à nouvel ordre biotechnologique, pour que nous existions, et que ce soit par l'entremise ou pas des technologies dont nous disposons maintenant, il faut des gamètes mâles et femelles. Et les taoïstes interprètent ça en disant, sans parler de gamètes, hein, c'est loin d'être leur vocabulaire et leur degré de maillage de compréhension de la réalité, ils disent, alors à l'époque, pardon, il n'y a pas de moyen technologique pour se reproduire autrement que de ce qu'on appelle faire l'amour. Avoir des relations hétérosexuelles fécondes. Et du coup, eux, ils disent, voilà, si tous les humains sont les héritiers, sont le résultat d'une rencontre sexuelle d'un homme mâle et d'une femme femelle, ils ne peuvent pas ne pas porter les deux caractères en eux. Et du coup, absolument indépendamment de l'anatomie, là on en vient à la question de beaucoup de discussions qu'on a eues aujourd'hui, indépendamment de l'anatomie apparente de la sexualité, qu'on soit homme ou femme, nous recélons en nous les deux sexualités. Et là où il y a quelque chose qu'on gagne peut-être à méditer, et qui permettrait peut-être d'apaiser la question du genre et des identités. Mais je vais creuser l'enjeu. C'est que cette question des deux sexualités, au sens des taoïstes, déborde largement les individus. Je veux dire par là que ce qu'ils appellent yin, féminin, et yang, masculin, qui sont deux expressions de l'énergie dynamique qui fait la vie possible, et pas seulement la vie des vivants, mais la vie cosmique, la vie totale des choses. Yin et yang sont partout. Absolument partout. Alors nous, on peut dire, ça déraille, qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas, c'est trop holiste, comme on dit, c'est trop une vision totale du monde et un peu enfermante. Peut-être, mais en tout cas, s'ils ont raison en un certain sens, la question des rapports entre féminin et masculin en nous, qui ne se superposent pas à femme et homme. Hein. Féminin, c'est pas femme, homme, c'est pas masculin. Si nous existons, c'est que nous sommes habités de féminin et masculin, toutes et tous. Et ils vont jusqu'à dire, en termes cliniques, que si yin et yang ne sont pas équilibrés de manière ajustée, c'est la maladie, voire la mort. La mort biologique, on cesse d'exister. Et donc, ils ont une approche qui revient à dire que nous recelons tous et toutes en nous ces deux aspects du réel et qui se mélangent à l'infini. Voilà une première manière d'approcher que les discussions que nous avons débordent largement les cas de transgenre ou autres, c'est-à-dire que nous le sommes tous potentiellement. Alors, j'ajoute un point, j'ai parlé de gravité tout à l'heure, j'étais très impressionné des cas cliniques, des vignettes présentées par Florent et Frédéric. La gravité est bouleversante. Et il y a eu une discussion, hein, l'un des moments des échanges a été de dire, mais est-ce qu'il y a cette intention d'être transgenre dans des cas gravissimes avec des traumatismes effrayants comme ceux qu'on a entendus? Et moi je crois que, alors philosophiquement je ne parle pas de ce point de vue clinique, mais du point de vue que je vous évoque, on est tous les humains, potentiellement délogés d'un donné initial. Les taoïstes disent on est délogé d'identité parce qu'on porte les deux et dans des combinaisons sans limite. Et on peut exprimer ce que je vous dis maintenant d'une autre façon encore, qui est reconnue, je crois, très majoritairement partout dans le monde. Nous sommes des animaux dénaturés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour le dire le plus concrètement possible, notre mémoire biologique est très pauvre. On peut repérer cette pauvreté de la mémoire biologique en remarquant que nos corps, alors indépendamment du sexe, là pour le coup anatomique, hein, nos corps sont extrêmement fragiles. Je vais à des exemples complètement triviaux, mais j'espère parlants. Par exemple, une tortue
elle ne porte pas sa maison sur elle, ou elle ne fabrique pas de maison, elle est EST, sa maison. C'est la carapace. Les fauves, ils n'ont pas d'armes ou d'outils, ils sont leurs armes ou leurs outils. Les crocs, les griffes. Toujours les fauves, par exemple, ils n'ont pas d'habits externes à eux, ils sont leurs habits, leurs vêtements, c'est leur pelage. Nous n'avons rien de tout ça, en tout cas pas du tout de manière assez significative pour que ça suffise. Nous devons inventer des outils, des techniques justement, des instruments, malheureusement des armes, des abris, des vêtements, pour pouvoir exister. C'est un signe de la faiblesse de notre mémoire biologique, de notre dénaturation. Et deuxième signe de notre dénaturation, on n'a pas besoin de quelques secondes pour devenir adulte, ni de quelques minutes ou quelques heures ou quelques semaines, ou allez, au maximum quelques 2-3 ans, il nous faut 30 ans. Et des fois, j'aime beaucoup insister sur ceci, Louis Aragon, grand poète, dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Alors, il est un peu pessimiste, mais regardez l'enjeu, ça veut dire, mais l'humanité, c'est en fait une défaillance. Je vais vous dire pourquoi j'utilise cet argument maintenant. Il m'a paru évident en écoutant. D'abord, j'ai infiniment appris, même si je n'ai pas compris beaucoup de choses. Mais j'ai appris entre autres une chose, dont je crois que je peux vous proposer un écho qui peut être utile à tout le monde. Nous sommes tous concernés dans cette salle, et pas seulement parce que nous sommes venus, l'une de vous a dit, à très juste titre, on est concernés parce qu'on est venus, mais on est concernés tout court parce que nous sommes des humains. Et j'aime bien présenter cet argument dans un horizon peut-être plus aisément compréhensible, le handicap. L'humanité, c'est un handicap. L'humanité, c'est une perte de compétences. L'humanité, c'est une dénaturation. Aristote va jusqu'à dire l'homme est un animal, l'homme, hommes et femmes, hein, bien sûr, hein. L'homme est un animal malade. Et malade veut dire mal apte. On n'est pas adapté à la nature. Alors là où ça va se corser, c'est que le même Aristote, avec la pensée ancienne grecque, Aristote c'est un philosophe d'il y a 2500 ans, dans un contexte où le contexte culturel dominant, c'était celui contre lequel luttent les études de genre, et je vais m'en expliquer, mais en gros qui disait, il y a une nature éternelle. Même concernant les humains. Et du coup, je vais vous préciser un instant l'argument, même si les Grecs disaient « les humains sont des animaux malades », c'est naturel. Je veux dire, il est naturel que nous soyons une dynamique qui, spontanément et parfois délibérément, tente de s'écarter de la nature. Et j'espère que je vais rester clair. Les Grecs disent « on n'y arrive pas ». En gros, chasser le naturel, il revient au galop. Alors nous, dans le monde moderne où nous sommes, nous pensons diamétralement différemment. Et ça, je voudrais le creuser, parce que ça a des conséquences considérables sur notre manière de nous rapporter à nous-mêmes et de comprendre qui nous sommes. Est-ce que ça reste clair jusqu'ici? Merci beaucoup. Donc le point essentiel, c'est nous sommes des animaux dénaturés, mais cette dénaturation elle-même fait partie de la nature. Il est naturel que nous voulions et que nous soyons habités de ce désir de quitter la nature. Et les Grecs disent, c'est pas possible. Il y a des limites qu'on ne dépassera jamais, par exemple ce qu'on appelle la mort. Tout à l'heure, Frédéric a évoqué les transhumanistes qui disaient, il y a déjà 30 ans, dans 20 ans, on est immortel, c'est mal parti. Et donc, il y a des limites. Mais notre rêve, et là je reviens à l'omnipotence à quoi a renvoyé Florence ce matin en évoquant Aristophane, notre rêve d'être tout puissant, notre rêve de déborder la nature, notre rêve de nous retourner sur et contre la nature pour faire ce que nous voulons. Et là, la question de savoir qui est nous se pose comme celle de savoir qui est je. Qui sommes-nous quand nous voulons nous retourner sur et contre la nature pour la déborder? Mais en tout cas, ce rêve-là, il est reconnu partout, dans toute l'humanité. Il nous constitue. La différence entre le monde dans lequel nous vivons et le monde que nous quittons depuis 500 ans au bas mot, 500 ans, c'est la découverte de nos sciences et nos techniques modernes. Avant la Renaissance en Europe, le monde entier ne connaît pas les moyens technologiques et scientifiques que nous connaissons maintenant pour
aller à des choses extrêmement radicales pour déborder la nature. Qu'on puisse commencer à rêver de parler d'immortalité. On évoquait à la pause qu'on puisse imaginer que bientôt des hommes pourront porter des enfants. Hommes, je veux dire, dotés d'organes génitaux mâles. Et non pas des hommes au sens genré socialement. Mais donc, on est à des bords très limites. J'étais à une discussion la semaine dernière sur les soins palliatifs. Et il y a des problèmes gigantesques posés aux équipes qui accompagnent les personnes parce qu'on sauve de plus en plus et dans des conditions de moins en moins aisément décidables. Ça nous complexifie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est pas ça. Mais les choses deviennent très 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 complexes vu ce dont nous devenons capables. Et donc l'enjeu c'est quoi? Nous sommes une défaillance initiale. J'ajoute en passant que cette défaillance, cette non-aptitude, mal-aptitude initiale, ça fait d'abord notre faiblesse. C'est-à-dire on abandonne un bébé humain dans la rue, enfin dans une forêt, n'importe quoi, la probabilité qu'il survive, elle est quasiment nulle. Elle n'est pas nulle, mais elle est quasiment nulle. Les animaux, ils sont tellement dotés d'une mémoire biologique puissante qu'ils s'adaptent en très peu de temps, je l'ai rappelé tout à l'heure, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et c'est réglé. Et ils ont également l'instinct. Ils savent vivre. Nous, non. Mais où est cette faiblesse initiale fait une force peut-être infinie, peut-être qui nous conduit à l'omnipotence, Florent, c'est une force adaptative. Nous nous adaptons infiniment plus que les animaux. Supprimer un animal, on peut le faire en supprimant chaque individu de l'espèce, ou alors en détruisant son environnement. Nous, pour nous supprimer, il faudrait... donc, je veux dire par là qu'on peut détruire notre environnement, on peut nous éliminer au cas par cas, mais détruire l'environnement de l'humanité ne veut pas dire que l'humanité est condamnée. Ce que nous savons, c'est que nous avons une capacité adaptative considérable, donc une malléabilité. Je crois qu'on ne peut pas, quand on réfléchit aux enjeux que nous discutons aujourd'hui, ne pas avoir tout ceci à l'esprit. Parce qu'il faut remarquer que derrière les études de genre, sous les études de genre, qui ont commencé par le féminisme, qui est fondamental, il y a cette idée de libération de l'humanité par rapport à un donné naturel. Et encore une fois, cette idée de libération de l'humanité par rapport à un donné naturel éternel, elle appartient à tous les humains du monde. Mais la culture contemporaine qui est la nôtre et qui sur beaucoup d'aspects est devenue mondiale, nous laisse supposer que nous pouvons totalement nous détacher de la nature et que c'est bien de le faire. Et là, à titre personnel, mais je vais me justifier, dire pourquoi, je crois qu'on est dans de potentiels égarements, dans de potentiels dangers. Et je crois que j'ai malheureusement un argument assez puissant pour le souligner. Je suis toujours clair? La crise climatique. Elle dit tout. La crise du climat, si on en croit ce qu'on en pense, ce qu'on croit en comprendre, en expliquer actuellement, elle est le résultat direct de la massive industrialisation des sociétés humaines, de l'exploitation des énergies, des matières premières, de l'utilisation des énergies fossiles. L'intelligence artificielle qui se développe sur des technologies utilise des métaux précieux qui sont en train de disparaître à vue d'œil. Et on est en train de penser au niveau mondial, il n'y a pas de doute, il y a une crise du climat, il faudrait qu'on parvienne à se mettre d'accord. Et dans un contexte où on ne veut plus parler d'une nature éternelle, on parle d'environnement, mais il s'agit de la nature. Et elle est en train de nous revenir au galop assez violemment. Et peut-être que nous sommes, malheureusement, dans un contexte où il va nous falloir redevenir grecs et se dire « Ah, mais on a tenté de chasser le naturel et il nous revient au galop. » Par exemple, par la montée de l'eau des océans, par la montée des températures. La question des genres est inséparable de ce genre de réflexion. Parce que dans l'idéal de la question de la sexualité d'abord, des genres et de tout ce qu'on discute maintenant, il y a l'idée d'une infinie malléabilité du corps et, je reviens à ce mot désuet, mais qui se réimpose, de l'âme.
Mais ça, c'est plus ambigu, je vais y revenir. Mais en tout cas, un des rêves par rapport à la question de la sexuation et de l'anatomie, c'est de penser, non, on fait absolument ce qu'on veut. Et les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui ont bien montré ceci. On fait ce qu'on veut sur le plan symbolique et politique et juridique. On a commencé par ceci avec Émilie Guibert. On fait ce qu'on veut sur le plan symbolique d'une identité civile. On fait ce qu'on veut qu'autant qu'on appartient à un monde politique qui le permet. Il y a une quantité gigantesque de nations, d'États dans notre monde actuel qui n'en veut pas et qui instrumentalise la question en faisant un enjeu géopolitique. Et ça, nous ne pouvons pas ne pas en avoir conscience. On a commencé par une réflexion sur le droit, nous sommes sur une réflexion éminemment politique au sens fort, parce qu'elle concerne la possibilité de la vie en commun de tous les hommes au sens générique du terme. En tout cas, je reviens à ceci, du point de vue d'une identité civile, symbolique, en effet, on peut arriver à des conditions d'un État qu'on appelle de droit, et c'est une merveilleuse chose où on reconnaît les gens, où on les reconnaît dans ce qu'ils éprouvent, dans leur dignité, dans l'égalité de leurs valeurs, les uns et les autres, et les unes et les autres, etc. Et donc en particulier au travers de leur sentiment d'être ceci ou cela. Mais il y a des choses qu'on ne change pas encore. Alors en parlant, on a dit peut-être qu'à l'avenir. Mais je reviens à ceci, il y a en nous quelque chose qui est quelque chose de naturel, et c'est la sexuation. Et quand je dis naturel, évidemment, c'est vieux jeu de rappeler ceci, inséparable de la reproduction. Je me demande, je n'ai pas de statistiques, mais je serais intéressé de savoir s'il y en a parmi nous qui les ont, quelle proportion des humains à notre époque se reproduisent grâce aux technologies. Et quelle quantité d'humains sont obligés, et je prends exprès ce mot obligé, sont contraints de passer par un acte hétérosexuel fécond pour avoir des enfants. La raison de ma question, c'est que je crois que nous sommes dans le monde où nous sommes nous. Alors je vais dire Occident par rapport aux pays qui s'insurgent contre ceux que nous respectons nous. Quand je dis nous, attendez, je vais vous dire à quoi je pense, je ne sais pas si vous avez aperçu ça. Je fais une très rapide parenthèse. Quand c'est déclenché violemment la barbarie de la guerre en Ukraine, le patriarche Kirill en Russie a dit « Nous menons une guerre métaphysique, et non pas du tout une guerre géopolitique, contre l'Occident, dont le critère de valeur, c'est les gay pride. » Il n'y a pas besoin d'être plus clair. Et Poutine a dit, genre 2 ans après, en parlant de la question du genre, de la question de l'hétérosexualité, sommes-nous en train de devenir fous? Je l'évoque non pas pour polémiquer, loin de là, mais pour problématiser la question. Je vous rappelle que tout à l'heure, Émilie Guibert en perdait son latin. Tout à l'heure, Florent a dit, je ne sais plus comment tu as dit, Florent, mais c'était très drôle, c'était... c'est vertigineux. Et moi, je pense qu'il faut que nous réfléchissions avec soin à la question du rapport entre le sexe, alors don anatomique, et le genre symbolique, en ne perdant pas pied, non pas pour coller à la nature, mon propos n'est pas ça, mais pour ne pas croire que nous pouvons être hors sol. Or, la tendance limite, si je puis dire, le point focal, le point de mire de ce qui est sous-jacent aux études de genre et au monde occidental, c'est une libération totale et infinie par rapport aux données naturelles. Je reste toujours clair? Il s'exprime, ce point focal limite, de 2 façons. Le premier, c'est sur le plan de la naissance de nos sciences et nos techniques. Je ne rentre pas dans le détail, mais a été imaginé et décidé à la Renaissance, il y a à peu près 500 ans, une manière de se rapporter à la nature qui revient, comme je l'ai évoqué, je vais être plus précis maintenant, à se retourner sur et contre elle, à partir d'elle, pour lui faire des choses qu'elle ne fait pas spontanément. Et c'est une merveille, parce que du coup, ça permet une vie beaucoup plus confortable,
Ça nous permet de soigner infiniment plus de maladies que ce qu'on n'a jamais fait. Ça nous permet d'avoir une agriculture efficace, quoique l'agriculture intensive, elle est assez destructrice potentiellement de la terre, donc c'est des choses à réfléchir. Mais en gros, provisoirement en tout cas, ça nous permet d'augmenter le niveau de vie, la durée de vie de manière significative. Mais où est la crise du climat maintenant nous oblige à nous demander, mais jusqu'à quand? Et ça revient philosophiquement, en gros, à poser la question, la liberté, la libération, bien sûr, mais jusqu'où, pourquoi et comment? Ça, c'est par rapport à la nature, on pourrait dire extérieure, dont la représentation à même nous-mêmes, c'est notre corps. Tout à l'heure a été échangée très rapidement l'idée, est-ce que nous serions nous-mêmes créateurs de nous-mêmes? Ce n'est pas encore le cas. Et Frédéric a très clairement répondu, ben non, c'est pas possible, c'est pas ça. Mais le fantasme est là. Le fantasme est là. Et en particulier quand on entend les transhumanistes qui disent, ça y est, on va... En tout cas, le fantasme que nous pourrions nous produire nous-mêmes, il est là. Malgré tout, c'est pas vrai. L'expression être né, c'est un participe passé. Nous recevons d'être né. Pauvre, c'est comme ça. Alors un très grand philosophe, Sioran, parle de l'inconvénient d'être né, et c'est remarquablement formulé. Dans le sketch de ce matin, on avait le droit futur des enfants à se retourner rétroactivement contre leurs parents pour avoir été conçus. Donc il y a des questions tout à fait remarquables dans cette réflexion-là. Mais en gros, jusqu'ici, être né, ça nous tombe dessus. Et qui nous sommes, ou plutôt ce que nous sommes, ou le corps que nous sommes, nous tombe dessus. Et nous sommes dans une déchirure parce que ce corps, nous l'éprouvons comme extérieur, et c'est pas seulement les transgenres, ou etc. C'est notre culture moderne. C'est comme si la nature en nous était extérieure à nous. Et je vous signale juste une difficulté, depuis l'avènement des sciences modernes, en particulier un certain Descartes a contribué de manière décisive à la naissance des sciences modernes, on ne sait plus faire le lien entre je qui veux bouger la main et moi qui la bouge. Et d'où le fait que la question se pose, mais je, il est où? Alors que pour des anciens comme Aristote, le je qui bouge la main, c'est le corps qui prend conscience de lui-même. C'est pas quelque chose de séparé du corps. Notre âme, étonnamment, on croirait que chez les anciens, l'âme est séparée du corps. Chez Platon peut-être, mais c'est intéressant d'écouter le philosophe Aristote là-dessus. Pour lui, c'est pas séparé. Nous qui pensons, c'est l'accomplissement de notre corps qui vit. Entre le vécu et la réflexion, il n'y a pas d'écart. Frédéric a été très clair sur les écarts entre les vécus et les idées qu'on a ou qu'on nous dit de ce que nous sommes. Ben pour beaucoup d'anciens, il n'y a pas d'écart. Pour nous, il y a un écart, et donc comme une espèce de gouffre entre nous comme corps et nous-mêmes comme je. Et ça provoque de la douleur. Là, on peut imaginer des souffrances parce que nous sommes déchirés. Et nous avons peut-être à recontacter cette unité vivante et pensante que nous sommes. Et refaire les deux à la fois. Et là, des anciens comme Aristote ou les taoïstes, etc., aident énormément. Donc c'est utile de faire un écart par rapport à notre culture pour réapprendre à nous contacter et à être moins malade, en rappelant bien qu'on l'est tous. L'humanité, c'est une maladie. Je propose de ne pas être beaucoup plus long, mais de passer à un point absolument essentiel. Ce que je vous évoque ici, concernant la nature extérieure à nous, notre corps, vaut aussi par rapport à la nature humaine au sens de nous qui vivons en communauté, de notre vie collective. Et donc on peut dire, la vie politique, la vie collective, je vais l'appeler maintenant vie politique au sens noble, c'est la vie en commun. La vie politique, alors même chose, pour les anciens, elle est naturelle. Alors là, vous allez frémir, parce qu'Aristote va être estimé comme quelqu'un d'absolument inacceptable, et on va le censurer. Il est déjà censuré aux États-Unis. Dans beaucoup d'universités, on ne lit plus les anciens. Et Aristote est censuré, entre autres, parce qu'il dit, accrochez-vous, ça va être complètement réactionnaire comme propos, la vie politique commence par une famille constituée par un homme mâle et une femme femelle fertile. C'est-à-dire capable d'avoir des enfants. Pourquoi il dit ça? D'abord, il n'y a pas les technologies.
Deuxièmement, de manière archaïque, c'est très important qu'on repère que derrière la sexualité, il y a des choses complètement, d'abord, impersonnelles et profondes. Là, on peut renvoyer au yin et au yang des taoïstes, mais également des choses qui concernent des enjeux de la vie de tous les jours. Pendant des millénaires, la seule force des communautés humaines en train de s'humaniser, ça a été leur nombre. Et nos ancêtres, archaïquement, ont observé que le nombre des humains venait par la relation hétérosexuelle féconde. Ce qui veut dire que la sexualité, l'hétérosexualité classique dont on veut se débarrasser sur beaucoup de plans, à juste titre, elle est ancrée pourtant dans une nécessité très archaïque qui était, mais on ne peut avoir des communautés fortes, capables de se défendre, que si elles sont nombreuses. Comment est-ce qu'on est nombreux? En faisant l'amour. Je fais exprès de prendre des raccourcis. Ça avait comme conséquence, en particulier, alors je dis mesdames, évidemment, de paralyser les femmes, de les pétrifier dans le rôle de reproductrice et de maman. Donc, de s'occuper du foyer et des enfants, sans avoir ce qu'on appelle le droit de cité, donc un rôle politique, au sens fort. Donc les femmes n'étaient pas citoyennes, et malheureusement, elles ne le sont devenues en France qu'en 1946. Donc la citoyenneté féminine est évidemment profondément, archaïquement mise à mal par des comportements archaïques humains issus de contextes où il n'y avait pas les technologies. Et je vous dis tout ceci parce que la pensée politique moderne, elle est radicalement différente. Mais en tout cas, la pensée politique classique, on peut parler de pensée classique et moderne. Et classique, j'ai pris Aristote comme exemple, mais c'est le monde entier avant notre modernité. La pensée politique classique dit, il n'y a pas de communauté sans famille, sans hétérosexualité féconde, et donc la vie collective humaine commence comme ça, avec le lien en particulier sexuel, pas seulement sexué, mais sexuel. Et puis vient la révolution contemporaine d'il y a 500 ans, j'ai évoqué le philosophe Descartes à propos des sciences et des techniques, mais vient une révolution politique complètement contemporaine de cette époque-là, qui consiste à dire, ben non, la vie humaine collective, politique, n'est pas fondée sur la famille. La vie humaine collective, politique, n'est pas fondée sur la différence sexuelle. Elle est fondée sur tout à fait autre chose. Et en fait, les humains, je ne rentre pas dans la mécanique du raisonnement, mais je propose de m'en tenir à ce qui en est déduit. Les humains sont toutes et tous, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur couleur de peau, sont toutes et tous des individus absolument libres, égaux entre eux, donc il n'y a pas de domination, et rationnels, calculateurs de leurs intérêts. Ça, c'est Thomas Hobbes, un philosophe politique anglais tout à fait essentiel, qui a affirmé ça, et c'est maintenant le soubassement de notre culture. Notre anthropologie n'est plus du tout celle d'Aristote. L'anthropologie à la base des études de genre et de discussions comme celle que nous avons dans notre journée ici, c'est une anthropologie qui dit on n'est pas défini par le corps. Et tant mieux, parce que si on était encore à dire on est défini par le corps, il n'y aurait pas de liberté, d'égalité, de dignité et de citoyenneté des femmes, en particulier. Et ensuite des transgenres, etc., etc. On a besoin de ces idées d'égalité, de liberté, d'individualité, de dignité pour se détacher d'une nature aliénante. C'est ce soubassement. Mais où est, ça a comme conséquence de faire oublier que malgré tout, sans doute une grande majorité des humains, pour exister, doit encore faire l'amour, assisté technologiquement ou pas. Et que nous sommes les héritiers de deux sexualités. Et que peut-être nous gagnons à équilibrer notre réflexion sur ce qui nous conduit à considérer la liberté et l'égalité, et à se demander jusqu'où et comment, et de le faire raisonnablement. Je m'explique sur le raisonnablement. Il y a deux conséquences de l'anthropologie que je vous évoque. Enfin, trois conséquences. Une qui est hyper positive. Que nous affirmions que nous sommes des individus libres, égaux entre eux, c'est absolument essentiel parce que, enfin, la lutte contre l'esclavage, la lutte contre les dominations, dont celle des femmes par les hommes, l'inclusion des communautés, dont celle des communautés transgenres, binaires et tout ce qu'on veut,
L'inclusion des personnes handicapées, la réflexion sur la dignité des personnes âgées, tout ça, ça devient possible. Tout le monde est respectable, et les enfants en plus aussi. Et pourquoi je dis les enfants en plus aussi? Parce que trop longtemps, il y a eu dans tant de communautés droit de vie et de mort des parents sur les enfants, en particulier des pères. On constate que ça a la vie dure sous la forme d'assassinats, ne serait-ce que symboliques au travers de viols, etc. Donc en gros, il y a du boulot, quoi. Ça a la vie dure, cette violence. Mais on a aussi longtemps traité les enfants comme des petits animaux qu'il fallait dresser. Et en gros, par des paires de baffes. Donc en gros, ça, il faut arrêter. Et donc, l'anthropologie qui dit « les humains ne sont pas le résultat d'une relation hétérosexuelle féconde », avec une hiérarchie, j'ajoute, parentale, et d'ailleurs c'est le père qui dominait, la mère qui était au foyer, les enfants qui devaient obéir, donc toute une hiérarchie. Cette domination-là, on l'oublie, et c'est une merveille, au profit de la prise de conscience du respect que tous les humains doivent à tous les humains, indépendamment du sexe, de l'âge, de la couleur de peau. Mais un des effets d'oublier tendanciellement, complètement la provenance, que je vais exprès qualifier de naturelle, avec des guillemets, un des effets, c'est que ça nous isole. Et je vais vous l'exprimer de la manière suivante. L'anthropologie, je vais être un petit peu abrupt exprès, mais pour qu'on réfléchisse, pas pour m'arrêter à ce point. L'anthropologie implicite du libéralisme capitaliste, technologique, sauvage actuel, c'est qu'on est tous des agents économiques, libres, égaux entre eux et rationnels. Et uniquement des agents économiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait exprès de, quand j'ai repris les caractéristiques, d'abord, au tout début, je vous ai dit, l'anthropologie moderne, c'est de dire que nous sommes des individus libres, égaux entre eux et rationnels. Et quand j'ai insisté sur l'aspect positif, je n'ai pas dit rationnel. J'ai dit juste, nous sommes des individus libres, égaux entre eux, tant mieux. Et je le pense très fort, tant mieux. L'état de droit démocratique défend le respect de chacune et chacun comme un individu libre et égal aux autres, quel que soit l'âge, la couleur de peau et le sexe. Mais en revanche, la rationalité, c'est du calcul. C'est pas de la pensée. C'est pas de la question du sens. C'est pas la question du beau. C'est pas la question de savoir quelle est la valeur de la vie. C'est du calcul et de la consommation. Et l'un des sentiments que j'éprouve fort, c'est que nous sommes dans un monde où il y a à la fois de vraies douleurs, et je suis encore extrêmement ému par ce que Frédéric, tu as décrit, et que Florent, tu as annoncé déjà ce matin. Il y a des douleurs, et moi je ne suis pas thérapeute, c'est là où je plaide totalement incompétent, mais humble et admirant le travail d'accompagnement de personnes qui souffrent. Mais entre les vraies souffrances et la mode, et on a esquissé l'idée qu'il y avait une mode à un moment donné, parce que ça sert les intérêts de beaucoup de monde, que ça devienne une mode de se dire, tiens, je vais changer. Or, la mode, tiens, je vais changer, c'est plus une question de sens, c'est une question économique, voire politique, de domination cette fois-ci, de la part de beaucoup d'entités qui ont grand intérêt au consumérisme à tous égards, y compris sur des questions comme celles qu'on évoque aujourd'hui. Et ça, c'est pas le meilleur aspect de notre modernité. Et ça fait perdre, deuxième point, et c'est juste une suggestion, bien sûr qu'entre hommes et femmes, il y a de la violence, et malheureusement, combien le savons-nous maintenant? Moi, je fais le pari en tant qu'homme, pas en tant qu'homme mâle, en tant qu'humain, qu'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qu'on appelle aussi l'amour, la tendresse, l'écoute, la rencontre, l'amitié, toutes sortes d'aides. Il y a des gens secourables. Et je ne peux pas croire que depuis que l'humanité est née, les femmes n'aient été que violées. Et qu'il n'y ait eu que de la violence entre hommes et femmes. Et du coup, je crois qu'il faut refaire attention, réécouter ce qu'ont voulu dire des penseurs qui ne savaient pas que les technologies allaient rendre possible la reproduction sans relation sexuelle. Ils ne savaient pas que ça allait devenir possible. Mais qui ont dit, la vie spontanée humaine, elle est d'abord une relation sexuelle, et on peut peut-être dire, peut-être amoureuse parfois. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une humanité comme relation qu'il faudrait qu'on ne perde pas au profit du calcul rationnel des intérêts. La rationalité, c'est le calcul des intérêts, donc du profit.
ça serait bien qu'on redécouvre, au détriment de la seule rationalité calculatrice, la relation dont nous sommes capables, maintenant que nous savons que nous pouvons être des individus libres et égaux. C'est vers ça qu'il faudrait aller pour bien aborder des questions de gens qui souffrent, de minorités, etc., comme on le fait aujourd'hui. Dans ce contexte, j'aime à rappeler, nous sommes tous des animaux malades, absolument tous. Je propose de dire que j'ai fini, mais pour qu'on discute. Qu'on habite. Et que ça, c'est la question de l'hérogénéisation du corps. Et que peut-être chez l'animal, ça se... Je sais pas, il y a un truc qui se fait assez spontanément, mais que chez l'humain, ça passe par la relation à l'autre. D'où aussi ces difficultés qu'on rencontre quand un bébé est pris dans les bras d'une manière... Enfin voilà, quand il y a des choses qui se passent entre l'environnement direct de l'être humain et le corps du bébé qui peut quelquefois ne pas réussir à investir son propre corps, en deçà même des questions d'identité, mais que ça rejoint aussi, je crois. Alors, voilà, je crois qu'on va laisser la parole à la salle parce qu'on a trop privé tout à l'heure, mais simplement, je voulais juste revenir pour peut-être qu'il n'y ait pas de malentendu, mais sous contrôle de mes collègues, de Florent et de Frédéric, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le transgenrisme comme une solution, et je voulais juste peut-être lever un malentendu, ou en tout cas pour moi ça signifie une solution en tant que symptôme, hein, c'est-à-dire comme tout symptôme, comme une création du sujet pour essayer de se sortir d'une situation difficile. Ça n'implique pas nécessairement que ce soit une solution en termes de réponse technique, qui peut du coup être un support pour asseoir en quelque sorte cette solution qui a été trouvée par le sujet, mais pas nécessairement. Et que là, il y a des limites éthiques éventuellement, évidemment, qui se posent. Hein, mais c'était par rapport à la question de solution qui n'est pas la solution en termes techniques, pour revenir sur ce que tu évoques, des progrès techniques qui ouvrent des possibilités. Même si c'est vrai que la question ne se poserait pas dans les mêmes termes si nous n'avions pas de technique pour changer les corps, bien sûr. Je peux dire très vite trois choses. Nous, on habite notre corps. Je crois qu'on peut dire que les animaux sont habités par leur corps. Un jour, je dis en cours, les animaux n'ont pas d'émotions. Et je sens un gros scandale parmi les élèves. Et j'ajoute, ils sont leurs émotions. Regardez bien un chien qui éprouve une émotion, il est habité de la tête à la queue. Il est l'émotion. Nous, on a cet écart. Notre maladie fait que on doit habiter, on doit apprendre à habiter. La deuxième chose, il n'y a pas de problème d'inceste chez les animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin pendant 30 ans de leurs parents. Et ils oublient très vite et leur progéniture et leur géniteur. Ils ne les reconnaissent pas. Très vite, ils les oublient. Et donc, il n'y a pas de problème d'inceste. Et donc de violence, comme nous la connaissons. Il y avait un troisième point, mais il m'échappe, et donc... Laurent, pardon, je peux dire mon troisième point, excuse-moi. Ça y est. Bravo. Il faut qu'on médite ça, mesdames et messieurs, très attentivement à notre époque. Dès qu'il y a un isme quelque part, nous ne réfléchissons plus. C'est-à-dire, le isme, c'est du militantisme, et ça a du sens, mais ce n'est pas de la réflexion. Le isme, c'est qu'on a la réponse et qu'on va à l'action. Donc le transgenrisme voudrait dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on veut poser bien les questions, il faut se débarrasser des ismes. Après, on peut redécider, tiens, on pose bien la question, là maintenant la réponse, on redevient iste ou isme, etc. Mais que ce ne soit pas le point de départ. Voilà, je crois. Laurent, tu traces, il me semble, un chemin entre l'ancrage dans la nature et la libération de l'homme, un double mouvement, mais j'ai l'impression que le chemin est quand même un peu étroit, voire casse-gueule. Les technologies sont séduisantes, désirables, le retour à la nature peut-être beaucoup moins. Alors, je ne sais pas si on saura redevenir tempéré, c'est-à-dire écouter la nature dans laquelle nous nous trouvons, quoi qu'on en ait. Ça, au niveau mondial, personne, moi j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que très tôt, quand il y a eu une compréhension
très profonde de la notion de liberté, parmi les plus grands philosophes, le dernier en date, c'est Albert Camus. Le tout premier à repérer ça, c'était un philosophe qui s'appelait Hegel, un Allemand. Ce sont des gens qui ont compris que la liberté totale livrée à elle-même, c'est la mort. Et ça, il faut qu'on y fasse attention. Hegel dit par rapport à la Révolution française, c'est la liberté totale, la terreur. Albert Camus, dans L'homme révolté, reprend cette idée d'une révolution totale qui libérerait totalement les humains, et il dit ça aboutit automatiquement à un terrorisme d'État. Et on a besoin de réfléchir à une pondération en demandant, oui, la liberté, pourquoi, comment, jusqu'où? Il y a un philosophe aussi important que Nietzsche pose cette question-là. Nous ne la posons plus suffisamment, je crois. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas reconnaître les gens dans leur douleur, dans leur singularité. Ça, l'état de droit, c'est des institutions capables de garantir ça. Et heureusement qu'on défend ça dans des pays qui se veulent démocratiques. Oui. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a le micro quelque part? Il y a une question au fond, au milieu. Relevez la main, peut-être. Voilà. Merci. Vous avez dit que vous étiez un peu provoque, et vu que je le suis aussi, ça tombe bien. Il y a quelques incompréhensions que j'ai eues quand vous dites chasser le naturel et revient au galop. Parce que si vous parlez de la transidentité, j'ai l'impression que pour une partie des personnes, c'est justement tenter d'aller vers sa nature la plus profonde que d'être en quête de transidentité, justement. Et quand vous dites aussi on est tous concernés, on est tous transgenres, je trouve que ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes minoritaires à entendre ce terme-là, parce qu'à moins que je me trompe, vous ne l'êtes pas par définition, et moi non plus, et du coup dire bon, on est tous concernés, on est tous homosexuels, on est tous transgenres, c'est aussi du coup mettre de côté toutes les souffrances et toutes les violences que toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, cisgenres, blanches, enfin ce que vous voulez. C'est comme si vous dites on est tous égaux, oui, dans la théorie, et dans la pratique, dans la vie, comment ça se passe, on sait très bien que ça ne l'est pas. Et du coup, ouais, on est tous concernés, on est tous transgenres, je comprends pas trop ce que ça signifie du coup. Alors, je vais commencer par ce deuxième point qui me paraît essentiel. Prenez-le par la question du handicap. Alors, je me permets en passant de dire que je vois très mal, je vois quasiment rien. Et du coup, j'en connais quelque chose comme vécu. Mais c'est pas l'enjeu, mais c'est pour vous faire sentir que comment dire, c'est pas parce que moi je vois pas bien que j'en parle. L'humanité est une défaillance. L'humanité est une faiblesse. L'humanité est un manque. Et dans ce contexte-là, on peut dire que les gens qui souffrent encore plus, qui sont dans un manque encore supplémentaire par rapport à une normalité, sont encore plus humains. Et leur chemin est encore plus difficile. Encore plus difficile. Mais quand on les aide, comme on a entendu par exemple à cette table, quand on les accompagne comme ça a été décrit, le degré d'humanité de gens encore plus vulnérables que les autres en est encore plus sauvé et augmenté. Et donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire on est tous transgenres. C'est pas du tout pour diminuer la douleur des transgenres. Mais pour généraliser le propos, je voudrais insister sur ceci. Tous les humains sont susceptibles de sombrer dans une douleur innommable. Et la difficulté, c'est que quand on est déjà pris dans une douleur innommable, on n'est pas encore en disposition d'entendre qu'il y a les autres douleurs innommables. Et dans le monde où nous sommes, qui a rendu possible la conscience de la légitimité de la revendication d'être reconnu. Frédéric a parlé de reconnaissance, Florent aussi, dès ce matin sur la question du droit, Émilie également. On a tous besoin d'être reconnus. Si on n'est pas reconnu par les autres, on connaît des bébés, ils ne sont pas regardés, ils meurent.
expérience décisive en Roumanie il y a des dizaines d'années. L'humanité, c'est un acte réciproque de reconnaissance. Sans reconnaissance, on est, comme on dit couramment à notre époque, mais en ne réfléchissant plus assez, je pense, au sens du mot, on est invisibilisé. Je vais vous le dire avec un mot philosophique, mais complètement courant, on est anéanti. Et donc, la revendication des personnes qui sont transgenres d'être entendues, elle est complètement légitime. Quand je dis on l'est tous, c'est pour que nous cultivions de prendre conscience que nous sommes tous vulnérables. Et j'ajouterai de manière paradoxale et provocatrice, j'espère dans un sens positif du terme, c'est que provoquer, c'est donner la voix. Donc je suis ravi que vous preniez la parole, parce que là on échange. On gagne à repérer que n'importe qui est vulnérable, et peut-être que les gens les plus vulnérables sont ceux qui croient ne pas l'être. Parce que les gens qui croient ne pas être vulnérables, le jour où arrive un problème, ils sont infiniment moins prêts à l'affronter que ceux qui savent déjà que la vie est difficile. Donc mon propos n'est pas du tout désinvolte à l'égard des personnes qui sont transgenres. C'est de se dire, l'humanité, c'est une vulnérabilité. Et il n'y a pas les uns qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Dans la vie politique réelle, oui, il y a des gens, des tonnes de gens dits normaux, entre des guillemets, qui se croient seulement forts. Méfiance. Ça, c'est par rapport au deuxième point. Je m'excuse, j'ai oublié le tout premier. Le chasser naturel, il revient au galop, je ne sais plus ce que vous en avez dit. Je pense que pour une partie des personnes qui sont dans des questions de transidentité, c'est justement vouloir se rapprocher de ce qu'on sent de son naturel au plus profond que dans cette quête transidentitaire. Tout à fait. Alors, ça veut dire... Ça, c'est une question extrêmement difficile, mais je vais passer par quelque chose qui peut-être va la rendre à moi-même, d'abord, à moi-même plus accessible. Tout récemment, j'ai lu, grâce à des personnes de ma famille, un article d'un psychiatre américain qui m'a fait découvrir quelque chose vers quoi vous pointez, ne serait-ce qu'indirectement, je pense. Il dit, il y a le genre, conditionné socialement, il y a le sexe, héritage anatomo-biologique, même si parfois il y a de l'hermaphroditisme et des choses complexes, mais en gros il y a un sexe anatomique, et donc il y a le genre social, le sexe anatomique, on pourrait dire naturel dans ma terminologie, et il dit il y a le genre. Et il ne le fait pas dépendre du rôle social. Et là ça rejoint, je crois, votre propos, parce que ça reviendrait à dire, le genre c'est un sentiment qui peut habiter une personne, qui est assez profond, puissant et impératif pour ressembler à quelque chose d'essentiel, et je fais exprès d'employer le mot essentiel, parce que vous savez sans doute, au moins comme moi, si ce n'est mieux, que les études de genre luttent contre ce qu'on appelle l'essentialisme. L'essentialisme, c'est de dire, il y a une nature, homme-femme. Et donc, le genre dit non, il n'y a pas d'essentialisme. Et je ne sais plus si c'est Florent ou Frédéric qui a renvoyé à Simone de Beauvoir, mais typiquement, l'existentialisme de Simone de Beauvoir et de son compagnon Jean-Paul Sartre revient à dire il n'y a pas d'essence naturelle. Donc, le genre, c'est de dire non, il n'y a pas homme-femme. Mais ce qui est intéressant dans le propos du psychiatre américain, je n'ai pas le nom, mais moi, je pourrais le communiquer s'il y a moyen de le renvoyer, c'est qu'il dit le genre, c'est comme quelque chose d'essentiel que les gens sentent et dont il faut savoir entendre le besoin d'expression. C'est-à-dire, quand quelqu'un éprouve son genre, c'est pas quelque chose qui est construit socialement. Voilà l'argument du psychiatre. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est là que reviennent au galop des réflexions hyper archaïques. C'est qui? C'est quoi en nous? Et si ce n'est pas le corps, c'est ce qu'on appelait l'âme, peut-être. Moi, je n'exclus pas du tout. Mais ça demande qu'on y réfléchisse avec beaucoup de soin. Donc en demandant, c'est qui je qui dit je ne suis pas ceci, cela? Où est-il ce je? Et si c'est une âme transcendante, nous sommes obligés de réfléchir de nouveau à la question de savoir ce que c'est que l'éternité par rapport au temps, la naissance, la mort, etc. Est-ce que je suis clair dans ma réaction avec votre... Enfin, est-ce que ça fait écho? Oui. Alors, je tenterai de retrouver ce nom de psychiatre. Sinon, j'ai une citation
une citation de Christophe Dejour, donc, qui est psychiatre et psychanalyste, qui a beaucoup travaillé sur la question du corps, et qui dit « Le genre est une catégorie individuelle qui, à chaque fois, est élaborée par un sujet singulier. Le genre n'est pas social, pendant que le sexe serait biologique. Le genre assumé serait plutôt un sang mêlé de social et de sexuel inconscient. » C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est l'objet d'une construction à travers les interactions et les identifications aussi sans doute, et puis peut-être à travers des modalités pulsionnelles qui sont aussi le propre du corps de chacun. Alors, l'auteur américain dont je retrouve le nom, hein, je l'avais pris, c'est Jack Turban, c'est bien ça? Jack Turban, T-U-R-B-A-N. Il ne dit pas exactement la même chose que Dejour, parce qu'il ne parle pas de construction. Il parle d'épreuve, de quelque chose d'impératif. Alors, vous savez, Nietzsche dit « deviens ce que tu es ». C'est peut-être ça. Les taoïstes disent « nous sommes tous un point de vue sur le monde irréductible, singulier, qui n'a jamais existé avant nous, qui n'existera plus jamais après. » C'est peut-être ça que pressentent les personnes. Et dans ce cas-là, ça veut dire « je pressens qui je suis », et pas seulement sur le plan du genre, d'ailleurs. Et j'ai besoin de l'exprimer. Ben ça, tous les humains. Enfin, ça ne réduit pas le problème du genre de formuler comme ça. Hein. On a tous, si les taoïstes ont raison, si Nietzsche a raison, je ne parle pas de la construction de Dejour pour le coup, mais si quelque chose en nous fait qui nous sommes, on a évidemment toutes et tous comment dire, le besoin impératif que ça s'exprime. Pardon, Laurent, tu disais il faut se débarrasser des ismes. Est-ce que tu mets dedans taoïsme, existentialisme et essentialisme? Oui, parce que le taoïsme, c'est nous qui l'appelons comme ça. Marx dit « je ne suis pas marxiste ». Et ça, c'est très important parce que ça veut dire, alors je reformule le propos, il faut s'en débarrasser sur le plan de la réflexion. Sur le plan de l'action, moi je vous fais un livre, une confidence que je trouve tout à fait importante. Marx ne s'est pas trompé sur le plan diagnostique. On est dans une période totalement marxiste ou marxienne de ce point de vue-là. Il s'est trompé manifestement sur le plan des réponses. Comment on fait? Mais c'est important d'avoir à l'esprit que dès qu'on est dans un isme, c'est qu'on est dans une décision déjà prise. Et que du coup, on voit le monde d'une certaine façon. Et si on veut problématiser autrement, on est obligé à un moment de ne pas être dans le transgenrisme, ou dans le féminisme, ou dans le marxisme, ou dans le taoïsme, entendu comme parti pris, mais de réfléchir et de se demander comment bien poser le problème qu'on a à traiter. La problématisation, c'est essentiel. Et là, dans les échanges qu'on a, fait partie de ce que nous devons écouter le plus attentivement possible, le besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance définit notre humanité, quels que soient nos âges, nos couleurs de peau, nos sexes. Et l'un des dangers du communautarisme, c'est de croire qu'on n'est bien que dans une communauté contre les autres. Et du coup, de faire de l'exclusion en revendiquant des identités. Je crois que c'est très important qu'on repère, ah mais non, mais tous les humains sont potentiellement dans des situations comme ça, de fragilité, de non-reconnaissance, etc. Et la question, c'est comment on fait pour qu'on sorte par le haut tous ensemble de ça? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En haut, en bas? Moi, je me posais peut-être une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement toutes les réponses en isme sont systématiquement décevantes parce que la rencontre avec la nature interne n'est jamais au rendez-vous et que finalement, ce qui finit toujours par aboutir, c'est la désillusion et que peut-être le seul moyen de pouvoir exprimer ce qu'on est, c'est d'accepter cette désillusion? Alors, j'espère que j'ai bien compris, tu vas voir, tu vas me dire si c'est le cas. La crainte que j'ai, c'est que si on pense que c'est par un isme qu'on se sauve, on crée l'effet contraire de la reconnaissance, on se réifie. Je ne suis que transgenre. Moi, je ne suis que chauve. Je fais exprès de prendre un exemple ridicule.
je ne lui suis que ceci, cela. Mais non. Notre humanité, elle est complète, beaucoup plus complexe que ce que nous vous contactons quand nous sommes dans l'identité. La problématique elle-même de l'identité, elle est une pétrification de celle de la reconnaissance qui est une dynamique. L'humanité, c'est un acte dynamique de reconnaissance réciproque qui n'est jamais acquis, qu'on doit toujours travailler. L'identité, ça conduit à pétrifier qui on est. C'est dommage. Parce qu'on ne devient plus. Je crois qu'il faudrait réintroduire de la dynamique derrière la problématique ou le mot d'identité en parlant de devenir soi-même. Voilà. Et je crois que là, je rejoins, j'ai un peu compris la... Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'art comme réponse. Plaidons pour un art de vivre. Et ensemble.